Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je laisse arriver personnes qui sont dans les coulisses. Si votre caméra est éteinte, si vous souhaitez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Apparemment, pas dans mes écouteurs. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires. Ça a arrêté la musique, comme ça, c'est pas plus mal. Les aléas du direct. Alors, je vais afficher le chat privé. Et on va mettre. Alors, je vais arrêter la musique maintenant. C'est ok. Donc, il faut que vous me mettiez, si vous voulez participer, si vous voulez commenter, eh bien, il faut que vous me mettiez vos noms. Parce que sinon, je ne peux pas. Alors, maintenant, je voudrais arrêter la musique et je n'y arrive pas. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est OK? Tout va bien au niveau du son. Et... Ah, le son n'est pas génial. OK. Alors, déjà, il faudrait que j'arrive à arrêter la musique. Bon. Alors, on va y arriver. Quelque chose de différent. Excusez-moi. Décidément, j'arrive pas à arrêter la musique et j'arrive pas à savoir si vous m'entendez bien. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est mieux pour le son? Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est mieux pour le son? Un commentaire. J'espère que ça va aller. Je vais enlever du coup mes écouteurs. Ah ben écoutez, je vous remercie après ce démarrage un peu chaotique, comme quoi, en fait, il y a longtemps que je ne suis pas venue en live, donc je m'en excuse. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 octobre, il est 19h01, donc on laisse encore le temps aux gens d'arriver. Ah, le son est très beau, bon, ça va. Sans la musique, c'est mieux, voilà. Bon. Demain, je ne mettrai pas de la musique. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez que si vous voulez intervenir, eh bien, vous le pourrez. Je vous ai concocté quand même une petite présentation. Alors, ça va être assez simple. Mais avant qu'on commence, avant qu'on démarre, eh bien, je voulais vous proposer vraiment d'être là ensemble, et puis moi-même aussi, vu qu'on a été un petit peu chamboulés, puis que j'ai commencé un petit peu en avance. Alors, je vais vous proposer, après cette journée de travail, peut-être après la journée que vous avez passée, je vais vous proposer bien, de relâcher, d'être vraiment présente, parce que pour l'instant, il n'y a que des dames, ici, maintenant, à ce qu'on va faire ensemble. Alors, je vous invite à poser vos pieds bien à plat sur le sol. Et si vous êtes assise, bien, c'est plus facile. Si vous êtes allongé, j'ai envie de vous dire, restez allongé parce que
c'est quand même bien de pouvoir se reposer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de regarder face à vous, comme si vous aviez une ligne en fait virtuelle au-dessus de vos yeux. De regarder eh bien, comme cette ligne et de ne pas bouger la tête. Et surtout, d'imaginer que vous pouvez avoir votre regard qui s'en va sur les côtés, qui s'en va derrière, qu'on reste comme ça. Et on peut sentir son regard qui grandit. Puis on va faire une grande inspiration et on va relâcher au fond de son ventre. Voilà. Puis je vais vous inviter à entendre les sons. Alors moi, j'ai le son de mon ordinateur qui souffle parce qu'il a chargé pas mal de choses. Mais peut-être vous pouvez avoir les sons de la maison, les sons de la rue. Donc vous entendez des sons de silence, puis des sons. Et puis si vous avez vos mains, eh bien vous pouvez, qui sont près de vous, vous pouvez les poser sur vos cuisses et imaginez que vous avez comme des capteurs au bout des doigts et puis de sentir la sensation et d'imaginer que ces capteurs pourraient grandir et pourraient aller jusqu'au mur, jusqu'aux portes, toucher tous les éléments qui sont près de vous. Puis je vais vous inviter à fermer les yeux et puis de ressentir à nouveau eh bien, cette sensation sous vos doigts. Peut-être est-elle encore plus intense les yeux fermés. De sentir, de voir peut-être des images à l'intérieur, même si vous avez les yeux fermés. Des images internes ou même les yeux fermés, de se dire, je suis capable de voir ce qu'il y a dans la pièce, à côté de moi, autour de moi, derrière moi. Et puis d'entendre ces sons. Et à nouveau, vous allez faire une grande inspiration. Et voilà, vous déposez dans votre bassin. Et quand vous êtes prête, vous pourrez ouvrir les yeux ou pas, ou les garder fermés. Même si je vous ai préparé une présentation de quelques pages pour évoquer ce soir eh bien, la crise de vie. Alors, bienvenue encore ici. Ce premier live, la crise de vie, une porte qui s'ouvre. Et souvent, quand on est en crise, quand on vit un moment émotionnellement intense, on a justement l'impression que c'est le contraire, que c'est une porte qui se ferme. Alors, avant de démarrer dans ces 2 soirées de mentorat, eh bien, je vais vous dire qui je suis. Certaines me connaissent, certains me connaissent, d'autres pas du tout. Alors, je vais à nouveau enlever décidément la présentation parce que j'ai envie de vous voir pour vous dire qui je suis. Donc, je suis Isabelle Leroy. J'ai eu 55 ans hier et j'ai traversé un certain nombre de crises de vie. Ces moments très forts, intenses en émotion, pas agréables bien sûr. Quand on dit crise, c'est un peu chaotique, c'est-à-dire que c'était des moments où j'ai cru que ma vie s'arrêtait parfois. Et puis, bien aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous partager cela. Alors, une des crises qui m'a le plus impactée, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire ce mentorat, cette première soirée de mentorat ce soir, c'est parce que il y a exactement 25 ans, quasi à la même heure, j'étais sur la route en direction de la maison de mes parents.
et je venais d'apprendre que mon papa avait mis fin à ses jours. Le lendemain d'une fête organisée pour mes 30 ans. Ce moment-là, dans la voiture, je me suis dit, ma vie ne sera plus jamais la même. Effectivement, ma vie n'a plus jamais été la même par rapport à cet événement. Ça a eu un impact sur ma vie. J'ai vécu ce moment comme si j'avais un TGV qui me percutait en plein fouet. Pendant des semaines, je n'ai pas pleuré, je n'ai rien dit, parce que, merci Marie-Ange pour mon anniversaire, parce que je devais m'occuper de ma maman, je devais assumer, il y avait plein de papiers à faire. Et puis j'ai reculé le moment où je devais m'occuper de moi. Peut-être que je ne me suis pas vraiment occupée de moi, malgré des démarches entreprises, donc thérapie, compréhension de son histoire, compréhension de ce qui s'était passé. Et en plus, dans les quelques heures qui ont précédé cet événement, nous nous sommes disputés parce qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé pour mon anniversaire, qui n'était pas de mon fait, mais qui était extérieur à nous. C'était la première fois que, et là, finalement la dernière, que nous avions une dispute. J'ai compris ce qui s'est passé pour mon père après bien des années d'études, on va dire, de son histoire aussi à lui, et c'était finalement comme un fait inéluctable parce que lui ne s'était pas occupé de sa propre histoire. Orphelin, son papa était décédé à la Deuxième Guerre mondiale, il avait été résistant, cet homme, son papa. Tout un contexte qui fait que cet événement de la dispute des événements extérieurs à cet anniversaire avait eu un tel impact sur lui que lui ne pouvait pas gérer ça et qu'il a choisi de se supprimer la vie. Quelques années auparavant, j'avais déjà eu une belle crise avec le départ de la même manière de mon grand-père. Mais ça n'avait quand même pas eu le même impact sur moi. Donc mon grand-père qui était le beau-père de mon père. C'est la première fois que je parle de ces événements en live, en public. Et je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Je vous remercie de cela. Et puis ensuite, eh bien, j'ai rencontré un homme qui est devenu le père de ma fille, un homme beaucoup plus âgé que moi. Alors vous allez de suite vous dire, bien, effectivement, elle a perdu son père, elle a essayé de combler avec un père de substitution, mais moi, je n'avais pas du tout vu ça à ce moment-là de ma vie. Puis nous avons assez vite eu des difficultés, tous les deux, et nous nous sommes séparés après 6 années de vie commune. Et là, ça a été encore une grosse crise parce que pour moi, eh bien, quand je m'étais mariée, c'était pas du tout l'intention que j'avais de me séparer de cet homme avec qui je m'étais mariée, avec qui je m'étais engagée et surtout avec qui j'avais eu un enfant, mon enfant unique, ma seule fille que j'ai. Et le temps a passé et j'ai à nouveau vécu une grande crise, mais cette-ci, elle était, on va dire, à la base plus positive, mais elle m'a quand même fortement impactée parce que j'ai tout laissé après plusieurs années, enfin toute ma vie passée dans la même région. Je dirais que j'ai quitté ma famille qui me restait, ma maman. J'ai quitté momentanément, bien sûr, puisque je continue de la voir. Mais je suis partie, j'ai déménagé et j'ai laissé mon travail de 20 ans. Et pour moi, c'était aussi une crise parce que c'était comme une autre forme de renaissance. Et donc, c'était à nouveau un moment intense dans ma vie. Et puis, j'en ai eu d'autres avant on va dire, dans l'enfance, mais je les définirais pas comme des crises en tant que telles, mais c'était quand même toujours des micro-crises qui se passaient. Donc, après tout ça, eh bien, je peux vous assurer que je suis devenue la spécialiste de comment on traverse une crise et des événements, donc tels que la rupture, le deuil. J'ai aussi été licenciée, mais
pour moi, ça avait été quand même complexe, mais quand même, j'ai pu traverser. Et puis, un déménagement, un changement de région, eh bien, je le vois aussi comme un événement difficile. Alors, je vais vous partager. Est-ce que vous avez des commentaires à ce niveau-là ou peut-être vous me poserez des questions après. Donc, voilà qui je suis. Et après tout ça, eh bien, je dirais que assez vite quand même, après le décès de mon père, j'ai commencé de m'occuper de moi parce que c'était pas forcément évident. J'ai fait une formation, enfin, j'ai d'abord, je me suis traitée moi avec l'art-thérapie. Je suis partie en formation et après, je suis littéralement tombée dans le chaudron du développement personnel parce que je voyais bien que ça me faisait du bien. Je voyais aussi toutes les potentialités et ça me donnait énormément de clés de compréhension sur mon intérieur, sur la relation aux autres, sur le monde qui m'entourait. Sur la psychologie aussi, donc j'ai fait des études de psycho, je me suis formée ensuite à la sophrologie, au coaching, et puis aujourd'hui, bien, je fais des soins, mon intuition s'est développée, et des soins énergétiques, mon intuition s'est développée, et aujourd'hui j'ai rassemblé tout ça, toutes mes pratiques, et bien, je dirais dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui, on va déjà voir ce que c'est que cette crise, une porte qui s'ouvre, les 3 étapes de la crise, comment on définit une crise. Et puis, je vous ferai un petit peu bosser pour arriver à demain. Et demain, on verra vraiment comment on s'en sort. Et puis, à nouveau, une pratique. Je vous ferai vivre un moment qui va vous permettre, si vous êtes dans ces moments chaotiques émotionnellement, eh bien, je vous ferai expérimenter une pratique qui va vous permettre de voir comment vous pouvez déjà voir la lumière au bout du tunnel. Parce que quand on est là-dedans, eh bien, c'est finalement, je vous disais un TGV, mais ça peut être comme un mur qu'on a devant soi et donc on ne peut pas envisager l'avenir. D'ailleurs, les gens, lorsque mon père la cérémonie a eu lieu pour ses funérailles, il y a peu de gens qui m'ont dit, tu verras, le temps va passer. Mais c'est parfois ce qu'on dit aux gens. Et quand on est concerné, on ne peut même pas l'envisager. Quand on a une rupture amoureuse, un divorce, une séparation, quelle que soit la durée que l'on a eu avec la personne, les phrases du type ben, un perdu 10 de retrouver, c'est tellement pas ce qu'il faut nous dire parce que on est dans la douleur et on ne peut pas l'entendre. Donc on est incapable de voir demain, de voir même les heures qui vont suivre. Et donc c'est important de s'occuper de soi à ce moment-là. Parce que ce que vous ne ferez pas là, ça va se décaler et ça va se décupler dans le temps. Et moi, je me suis tellement pas occupée de moi au début que le moment où ça a explosé, il a été très intense et il n'a pas été. Il a été malheureusement sur une autre personne. Mon prof d'art-thérapie avait l'habitude de dire que c'était comme une cocotte minute. Puis on a vous savez, la cocotte minute, il y a le petit chapeau là qui tourne et donc la pression à l'intérieur, elle est tellement forte. Il n'y a pas le petit chapeau là comme ça pour pouvoir faire évacuer la vapeur. Et d'un moment, ben, ça pète. Alors, ça peut péter de différentes manières. Donc, la crise, c'est un moment de vie tellement intense, donc émotionnellement, psychologiquement, physiquement. C'est lié à un événement, donc je vous l'ai dit, comme un deuil, une rupture, une perte d'emploi, une maladie, un déménagement. Généralement, il y a comme une nouvelle qui arrive, même si, alors parfois on peut s'y attendre dans le cadre d'un deuil, c'est pas toujours des moments brutaux, mais malgré tout, ce moment où on apprend, on est dans le choc. Alors j'ai mis aussi, ça peut être aussi la crise existentielle, parce que là, on est dans le même état, mais il n'y a pas comment ce moment de choc, mais on est quand même un peu dans le même état. Et je dirais que
Moi, je ne connais pas de gens qui n'ont pas vécu de crise. J'en connais pas. Donc, elle est souvent synonyme de mort, de deuil, c'est-à-dire qu'il y avait une situation avant, un événement, et ça ne sera plus jamais pareil. Puisqu'en fait, on a laissé quelque chose, on a laissé quelqu'un, on a laissé une situation, quelque chose. C'est mort, en fait. Et un mode de vie, voilà, ou même une valeur. Donc, des valeurs, je parle dans la crise existentielle. Vous savez, cette fameuse crise de la cinquantaine, de la quarantaine, cette crise de vie où, en fait, on était tellement motivé pour un travail, on était tellement dans un couple, on était tellement pour un projet, mais par exemple une maison. Et puis d'un coup, plus de motivation, ça n'a plus de sens. Et ça a fait à peu près le même effet au niveau justement des émotions, des pensées et de l'état d'être. Donc cette perte, elle nous entraîne des émotions spécifiques, que ce soit perte de valeur, perte d'un être cher, perte d'une situation. On est triste, on peut être en colère, on peut avoir peur, on peut être honteux, on peut avoir du dégoût, de la rage. Je vais vous montrer après ces émotions au niveau énergétique, comment ça se manifeste et comment on va dire, on les considère, ces émotions spécifiques liées à la perte, liées au deuil, à la fin. Généralement, les pensées qui sont associées à ces émotions, parce que ça fait des émotions qui créent des pensées, qui créent des comportements, qui créent un état d'être, qui créent à nouveau des émotions, des pensées, et c'est le cercle vicieux. Eh bien, les pensées sont incessantes, c'est tout le temps, on pense à ça, tout le temps, on est dans le problème. Alors, ma fille appelle au mauvais moment, ça j'en étais sûre. On est négatif, on se dévalorise. Et donc, l'état d'être, eh bien, on est très fatigué, on a une perte d'énergie, parfois on mange plus, on dort plus, on est contracté, on est angoissé, on est stressé, on a de la tension. Et donc, on a à nouveau des émotions et des mauvaises pensées. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une échelle au niveau des énergies, des émotions. Donc, en fait, vous avez ici... oui, alors, Marie-Ange, oui, tout à fait. Ça peut être autre chose que le deuil, le travail et la relation avec une personne. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que si on revient ici dans la crise, vous voyez, elle peut être liée à une mort, en fait, un deuil, une perte par rapport à une personne. Par exemple, ça peut être, on est toujours avec la personne et la personne, on la reconnaît plus. Parce que peut-être elle-même, elle vit des choses, on va dire, complexes, ou on croyait la connaître et puis finalement, le temps qu'on passe avec elle, eh bien, à un moment, on se dit, mais je la connais pas. Et donc, en fait, on perd comme la personne qu'on a connue et on ne reconnaît pas l'autre. Vous savez, parfois dans les couples, les gens disent, tu as changé, je te reconnais plus, tu n'es plus le même. Et donc, il faut, comment dire, on était en amour avec la personne qu'on avait imaginée, mais peut-être que c'était un leurre, peut-être qu'on était dans une illusion. Mais en tout cas, c'est une perte. Et oui, par rapport au travail, c'est la même chose. Peut-être on était très motivé pour un travail, et puis à un moment, ben, ça n'a plus de sens ce qu'on fait. Moi, je me suis vue dans mon travail que je faisais, j'étais commerciale, et à un moment, j'ai fait une grosse crise de sens. Et donc, j'avais parlé à mon supérieur en lui disant, ça n'a pas de sens de vendre les produits que je vendais. Et lui, il ne comprenait rien parce qu'il se disait, mais ça n'a pas de sens, c'est un métier, il n'y a pas à avoir de sens. Mais moi, je n'y voyais pas de sens parce que j'étais peut-être aussi moi-même dans une crise personnelle, c'est-à-dire que, vous savez, quand on dit, je ne sais pas ce que je me veux, on est perdu, on est égaré. Il y a quelque chose qui est assez commun, c'est qu'en fait, on voit les autres fonctionner et nous, on a l'impression qu'on les regarde à travers une vitre. C'est-à-dire qu'on est comme dans une bulle
un miroir sans teint, vous savez. Et puis on voit les autres qui rient, qui s'amusent, qui ont des échanges. Puis nous, on ne se sent pas concernés. On ne se sent plus dans le monde, on se sent isolé. Ça peut être aussi un des signaux de la crise. Donc au niveau des énergies, vous voyez ici que vous avez, j'aurais pu mettre en grand peut-être, je ne sais pas comment vous le voyez, vous avez ici la tristesse, la peur, la culpabilité, la colère. En fait, c'est des émotions qui, quand on les mesure, elles vibrent très très basses. Donc en fait, c'est très bas et du coup, notre taux vibratoire personnel, quand on est là, eh bien, il est très faible. Et c'est pour ça qu'on se sent fatigué, on se sent épuisé, on n'a plus d'énergie, pas de vitalité, pas d'envie, du coup, on n'a pas de libido, on n'a plus d'appétit. Au contraire, on va manger énormément pour vraiment se nourrir. Et vous voyez, quand on est dans la joie, eh bien, on remonte ici, on remonte dans des émotions plus élevées. Alors, les crises, eh bien, elles n'existaient pas vraiment dans, on va dire, des époques ou dans des lieux où il existe des rituels. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des évolutions, notamment par rapport à la crise existentielle. Vous prenez certaines peuplades, ils ont encore des rituels, des passages, c'est-à-dire qu'on marque des temps de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte. On va avoir aussi des rituels par rapport au deuil. On ne porte plus le deuil aujourd'hui. Donc, on apprend le deuil de quelqu'un, puis hop, on reprend son travail, on repart dans sa vie. Et puis, il faut que ça aille vite, parce que c'est pas le moment, hein, il ne faut pas être mal aujourd'hui. Regardez, on n'ose même pas dire aux gens qu'on va pas bien. On est toujours en train de dire oui, ça va, et en vrai, bah non, ça va pas tous les jours bien. Donc, il n'y a plus ces moments comme ça où, en fait, on s'occupe vraiment des changements d'état parce qu'on est des êtres en évolution et que finalement, eh bien, on vit des crises, on dit bien la crise de l'adolescence et il y a des mues qui s'opèrent et pourtant, eh bien, on passe assez vite là-dessus. Et je dirais que tous les changements importants qui ont existé dans le monde ont été précédés par des crises. C'est pour ça que j'ai appelé une porte qui s'ouvre, parce qu'il y a toujours eu une grande crise avant une révolution, avant un changement de paradigme, quand on prend au niveau sociétal, au niveau politique. Par exemple, la révolution, ça n'a plus jamais été pareil avant 1789 qu'après. Ça n'a plus été pareil avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale qu'après. Après, il y a eu de la croissance, il y a eu de la joie, il y avait de la reconstruction. Ça n'a plus été pareil avant mai 68. Et on pourrait prendre tous les grands événements historiques. Eh bien, si on les ramène à notre vie personnelle, c'est la même chose. C'est plus jamais pareil. Et finalement, eh bien, la crise, elle est nécessaire pour changer d'état, pour changer d'état d'esprit, pour changer véritablement et profondément. Alors, les 3 étapes de la crise, eh bien, c'est la vivre, l'accepter, et puis ensuite, on pense à la reconstruction. Et justement, on passe pas de je vis quelque chose de douloureux, je m'en occupe pas, allez, je fais autre chose. Je me relance par exemple dans un couple, je reconstruis une autre maison. Et c'est aussi le problème, c'est qu'en fait, on veut aller vite, on veut vraiment que ça soit derrière soi. Et donc, il y a toute cette maturation qui est impossible. Vous prenez les cycles de la nature, vous avez le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et l'hiver, les feuilles elles tombent. Il y a de l'humus qui se crée. C'est souterrain. On est dans le noir. C'est triste. Les nuits sont plus longues. Mais au printemps, ça revient. Et il y a ce temps nécessaire
pour poser de nouvelles graines, pour germer. Eh bien, nous, on est exactement comme la nature et pourtant, on a oublié ça. On va contre notre nature. Donc, vivre la crise, ça veut dire vivre toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la rage, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, de la honte. Et en fait, j'ai mis se laisser assommer par l'événement parce que c'est OK de plus rien pouvoir faire parce qu'on est en crise. C'est OK de plus rien pouvoir faire parce qu'on a perdu un parent avec lequel on entretenait une très belle relation, d'avoir perdu un travail qui nous motivait. C'est OK d'être assommé parce qu'on n'est plus avec son conjoint, avec sa conjointe. C'est OK d'être replié sur soi et de se mettre en boule et de pleurer, de rien avoir envie de faire et de laisser aller et de laisser de traverser par la crise, traverser par ce moment. Aujourd'hui, on refuse souvent ce fait-là. La seconde étape, eh bien, c'est accepter. On ne sait pas pourquoi on a perdu cet être cher. Souvent, les gens disent, mais pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi il a fait une crise cardiaque alors qu'il était en pleine santé? Pourquoi je perds ce job alors que globalement, tout se passait bien pour moi? Pourquoi là, j'avais 2 amis qui me partageaient hier, j'ai eu plein de gens au téléphone vu que c'était mon anniversaire. 2 amis qui me disaient qu'il y avait un plan social qui allait avoir lieu dans leur entreprise et peut-être que ça va tomber sur des collègues à eux et peut-être eux, ils vont se dire: «Mais pourquoi? Pourquoi ça me tombe dessus?» Parfois, on ne peut pas le comprendre. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'accepter, on va le cautionner, mais on ne peut pas changer ce qui est. Et donc, il faut juste dire, ben c'est ainsi. Combien de fois je peux vous dire qu'avec un suicide dans une famille, on est en train de se dire, et si? Et comme moi, je me suis disputée avec mon père, on m'a dit, je me suis dit, et si tu t'étais pas disputée avec lui? Et si c'était ça qui avait provoqué ce geste irréparable? De toute façon, on ne peut pas changer le passé. Et donc, la seule solution, c'est de l'accepter. La culpabilité va juste enlever des choses. Elle ne va rien permettre. La culpabilité, elle va juste vous tasser encore un peu plus. Elle va juste peut-être montrer que vous êtes une bonne personne, mais elle n'apportera rien ni à la situation, ni aux personnes. Et donc, ça amène encore plus de frustration, de déception, de tristesse, de colère, d'angoisse. Alors, je vous dis ça, mais je peux vous dire que cette culpabilité, eh bien, je l'ai vécue très longtemps. Et justement, par rapport à mon papa, par rapport aussi au fait que c'est moi qui avais initié la séparation. Et donc, je me suis sentie tout le temps coupable. Et alors qu'en fait, eh bien, il était important que je prenne mes responsabilités. Et donc, la troisième étape, eh bien, après avoir traversé tout cela, qui peut prendre parfois des semaines, des mois, voire des années. Alors, quand c'est des années, c'est un peu plus compliqué parce que ça peut être une cristallisation et donc on n'arrive pas justement à passer à autre chose. Eh bien, derrière ces moments, il y a toujours un potentiel de croissance. Alors, je vais vous proposer, eh bien, d'écrire chacun de vos moments intenses de votre vie. Alors, il manque le mot vie, je suis désolée. Vous allez donc faire comme une ligne, en fait, une ligne, vous savez, comme une frise chronologique de 0, peut-être même avant, si vous avez des informations sur votre enfin, sur le moment où votre maman était enceinte. Hein. Peut-être il y a pu avoir une crise. Moi-même, j'ai vécu pour ma fille, le papa de ma fille a fait un incident cardiaque, j'étais enceinte de 3 mois. Et donc, dans la chronologie, par rapport à ma fille
eh bien, on pourrait marquer ça parce que ça a eu de l'impact pour moi, mais obligatoirement pour elle. Par exemple, je pense aussi à des personnes qui auraient pu être jumeaux et puis un des jumeaux décède et s'en va. Un des ovules, un des fœtus s'en va. Et donc là, il y a déjà un choc émotionnel important qui peuvent parfois expliquer beaucoup de choses. Donc vous allez noter, on va dire les 9 mois, 0, puis jusqu'à maintenant. Vous allez noter de 1 à 10 vos moments agréables, plus 1 à plus 10. Mettons, le jour de votre mariage, c'était wow! Et bien, il était à plus 10. Et les moments où vous avez vécu ces crises de vie, de moins 1 à moins 10. Vous allez prendre chacun des moments difficiles et vous allez regarder ce qu'ils vous ont permis de faire, d'avoir ou d'être après la crise. Si vous n'aviez pas vécu ce moment difficile, eh bien, vous n'auriez pas pu obtenir, être ou faire ce qu'il y a eu après. Et donc, c'est comme si vous faisiez aujourd'hui une photo de votre situation actuelle avec tout votre passé et voir aussi comment dirais-je, tout ce qu'il y a eu pour vous à ce moment-là. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des choses à me partager? Est-ce que au niveau de la pratique, c'est clair? Voilà, je vous attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait passer à l'antenne pour partager quelque chose et puis voir justement qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce moment ou partager, je dirais, son expérience et comment vous êtes sorti de cette crise. Je vous laisse venir à moi. Je ne vais pas remettre la musique parce qu'on ne va pas s'en sortir. Comment vous vous sentez? Comment vous êtes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Personne. Je ne vais pas nommer le prénom des personnes qui sont là présentes, mais est-ce que vous avez envie de passer à l'antenne? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est OK. Oui, le live sera en replay. Vous allez recevoir un mail avec le lien. Hein, je vais vous le télécharger et vous pourrez revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais revenir à l'écran. Donc, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Et je vais vous mettre ici un lien. Alors, je vais vous le mettre ici dans les commentaires. Je le remettrai sur le replay. Je le remettrai dans le mail. J'ai envie d'échanger avec vous encore plus en avant. Alors là, je vous propose de venir. C'est assez challengeant quand on n'est pas habitué. Et donc, je vous propose bien, de venir partager avec moi pendant une demi-heure, pendant un entretien gratuit, bien, votre situation. Et puis, si vous avez l'élan, qu'on commence d'avoir des pistes ensemble, d'explorer ensemble comment vous pouvez sortir de ce moment peut-être complexe ou même avoir des compléments d'explication par rapport au live que je viens de faire. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais vous mettre le lien ici, là, en commentaire. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vais chercher. Donc, c'est un rendez-vous que l'on peut faire au téléphone, que l'on peut faire en vidéo. C'est comme vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de choisir donc, les horaires qui vous conviennent. Vous aurez accès à mon calendrier. Et vraiment,
il y a comment dirais-je, une personne là, j'avais partagé la même chose sur Facebook et il y a un monsieur qui m'a appelé finalement pour témoigner de lui, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé pour lui. Et c'était vraiment sympa d'avoir cet échange et de voir que finalement, eh bien, c'est un peu toujours le même, on va dire, le même scénario. Alors, je vous mets ici le lien. Je vais le remettre là. Et je ne peux pas le mettre. Décidément, ce soir, c'est la technique qui nous embête. Bon, écoutez, je vous le mettrai dans le mail. Et demain, on se retrouve un petit peu plus tôt. J'ai un peu dû avancer. Je suis vraiment désolée. Donc, 18h30, ça sera aussi un live court. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui fait des lives très longs parce que je trouve que, eh bien, on a besoin le soir de prendre du temps pour soi. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à revenir vers moi via les réseaux, via le mail. Je suis toute à votre disposition. Je vous exprime de la gratitude pour être venu ici. Et bien, j'ai hâte de vous retrouver demain pour partager la suite. Et puis surtout, ben, comment s'en sortir, parce que ça, c'est toujours le plus important. Et vous verrez que ce que je vais vous proposer demain, vous aurez déjà une piste euh, qui peut-être sera inattendue par rapport à ça. Et je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit, et puis je vous dis à demain.